بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le premier chapitre pour module télévision numérique. On va commencer par la réception TV par satellite. On commence comme toujours par l'introduction. Donc, nous avons que les systèmes de radiodiffusion et de télédiffusion, comme tous les systèmes de transmission, ont évolué à travers le temps. Pendant les années 50, 60, 70 et 80 du siècle dernier, un système de radiodiffusion est principalement analogique et terrestre. Il est basé essentiellement sur ce qu'on appelle le studio TV, donc il s'agit de la source où le signal TV est créé, ensuite transmis en réseau fréquentiel vers un relais principal. Deuxièmement, nous avons les émetteurs, réémetteurs ou bien relais TV. Comme vous voyez bien sur cette figure, donc vous avez l'émetteur TV, un relais TV, d'autres émetteurs TV, donc plusieurs émetteurs TV qui sont connectés à travers un relais TV, connectent toujours à travers le studio TV. Quelles sont les fréquences de transmission du TV nu analogique? Donc, nous avons vu dans le chapitre précédent que les bandes de réseau fréquentiel utilisées par la radiodiffusion pour la télévision analogique comprenaient quatre principales bandes à transmettre. Donc, vous avez la VHF1, donc les canaux 0,2 avec une bande fréquentielle qui varie de 45 à 70 mégas. La VHF3, les canaux de 6 à 12 avec une bande fréquentielle qui varie de 174 à 230 mégas. Le UHF4, donc euh, les canaux de 27 à 35 avec une bande fréquentielle de 520 jusqu'à 582, UHFV ou la 5, donc vous avez les canaux de 36 à 69 et une bande fréquentielle qui varie de 582 à 820 mégas. Nous avons une remarque que la bande VHF2 couvrant la bande fréquentielle de 87,5 jusqu'à 102 mégas est réservé pour la radiodiffusion FM ou bien ce qu'on appelle frequency modulation ou bien modulation de fréquence tout simplement. Vous avez une remarque que la radiodiffusion, c'est la diffusion des émissions TV et audio par l'intermédiaire des ondes radiofréquences ou bien ce qu'on appelle l'électromagnétique. Quant à la télédiffusion, il s'agit d'une diffusion à distance, souvent monodirectionnelle. Quelles sont les bandes de fréquences en radiodiffusion, en télécommunication et en télédiffusion? Nous avons que l'attribution de différentes bandes de fréquences en télécommunication d'une manière générale aux biorègles de l'Union internationale des télécommunications, ou bien ce qu'on appelle le UIT, ou là le ITU en anglais. Donc, ou bien plus précisément le IITR, donc secteur de radiocommunication. Donc, vous voyez bien dans cette figure les normes pour HF, VHF, UHF, etc., avec ce qu'on appelle aussi la transmission par radar et les longueurs d'onde. Donc, dans ces deux schémas, nous avons présenté les différentes bandes utilisées en radiodiffusion, en télécommunication et en télédiffusion par satellite. Donc, pour le mot radar, c'est bien sûr Radio Detection and Ranging. LEDAR, donc Satellite Detection and Ranging. On va détailler quelques symboles avec leur utilisation en radar ou bien l'utilisation pour radiocommunication spatiale. Nous avons pour les symboles littéral L par exemple, la partie du spectre c'est le 1 ou 2, les limites usuelles c'est 215 jusqu'à 1,4. Désignation nominale pour les radiocommunications spatiales, ce sont des bandes de 1,5 giga. Les limites usuelles en gigahertz, donc vous avez 1,525 jusqu'à 1,710. La norme ou bien le symbole L,
couvre les bandes des 2,5 gigas. Ce sont les bandes de 4 à 6 gigas. Euh, LX, donc on a l'utilisation, tu as les parties spectre par exemple de 8 à 12. Et le KU, ce sont des bandes de 11 à 14 gigas et aussi de 12 à 14 gigas. Pour le K, ce sont des bandes des 20 gigas. Le KA, ce sont des bandes des 30 gigahertz. Toujours en radiocommunication spatiale, les bandes K et KA sont souvent désignées par le seul symbole K-indice A. C'est quoi émetteur, réémetteur ou bien un relais TV? Donc, il s'agit de tours de transmission destinés à recevoir et à émettre ou bien à réémettre les données radiofréquences de la télévision et de la radio pour couvrir une certaine zone terrestre. Ce sont des constructions verticales, métalliques ou bien en béton, trépodes de type autoportante. Sa stabilité est assurée par la seule rigidité de sa forme. Néanmoins, obanées, structure avec câble en raison des efforts de vent. Ils sont placés dans des endroits qui doivent bénéficier du meilleur dégagement. Voici un exemple dans cette figure d'un réémetteur. Donc, c'est un pylône auto-stable de hauteur de 100 mètres installé dans le centre d'émission de Msid. Toujours avec l'introduction, on passe maintenant à la couverture de la radiodiffusion algérienne et on va commencer par l'époque coloniale. Donc, l'Aad al-Istimari. La couverture de télédiffusion algérienne a évolué également depuis 1956, date du premier émetteur TV installé dans la banlieue Est Alger. En effet, donc, vous avez le 24 décembre 1956, à l'époque coloniale, l'Algérie dotée de son premier émetteur de télévision standard VHF, 819 lignes, installé à Tamantoust, est d'Alger, au début avec une puissance de 3 kilowatts. Il passe en 1957 à une puissance de 20 kg, ce qui lui permet de couvrir tout le Grand Alger jusqu'à la Mtidja. Pardon. Nous avons aussi un second émetteur TV mis en service le 22 février 1958, toujours pour couvrir l'Algérie, la capitale. Puis vient le tour d'Oran et de Constantine pour être dotés d'émetteurs TV de 20 kilowatts chacun, respectivement le 17 décembre 1958 et le 26 octobre 1960. On passe maintenant après l'indépendance. Donc, en 1973, la RTA, donc c'est Radio-Télévision algérienne, abandonne le standard français 819 lignes normes pour la diffusion télévisée et adopte le système PAL 625 ligne norme B pour sa diffusion en couleur. Donc, vous voyez la figure, la première, vous avez le logo de la RTA entre 1962 jusqu'à 1986. La diffusion de la télévision s'élargit dès 1975 avec l'inauguration de nouveaux centres de diffusion à l'est comme à l'ouest. Le 27 février 1975, d'une couverture du sud algérien en télévision grâce à l'acheminement du signal par satellite, vous avez le 1er mars 1978, la couverture du sud est élargie en reliant plusieurs autres stations par des satellites. Donc, la deuxième figure, vous voyez bien le logo de EPTV depuis 2020. Donc, c'est l'établissement public de télévision. On passe maintenant en 1986, la RTA subit une restructuration où plusieurs organismes autonomes sont créés dans l'entreprise nationale de télévision, ce qu'on appelle le ENTV, qui devient en 1991 le EPTV, établissement public de télévision. Toujours après l'indépendance, donc le EPTV donc, commence à diffuser par satellite en utilisant la satellite Arabesque
Arabsat, pardon, qui voit le jour le 5 juillet 2001 pour diffuser ses chaînes avec les pays arabes. Nous avons depuis juin 2002, le EPTV utilise le réseau câblé français NOS, concurrent de NC Numérique Câble, pour diffuser des chaînes, notamment Canal Algérie, vers ses téléspectateurs habitant la France. Vous avez aussi que le EPTV commence à émettre sur la télévision numérique terrestre TNT à partir de 2011. On passe maintenant le 28 octobre 2015. Le EPTV lance sa première chaîne en HD via le satellite Nilesat. Le 19 juin 2015, vous avez l'arrêté définitif de la diffusion analogique en Algérie dans la bande VHF 174-230 mégas pour être remplacé par la télévision numérique terrestre. Le 17 juin 2020 pour la diffusion numérique dans la bande UHF 470 et 862 mégas pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Voici ici dans cette figure les principaux relais et émetteurs de radiodiffusion et télécommunications en Algérie. Donc, par exemple, vous avez le Hajira, Hassir, العبغاش بودرجة مشرية المغاير جمعة الواد تقرت دريس ميدريس أكفدو etc. On passe maintenant l'historique sur la communication par satellite. Vous avez depuis pratiquement 70 ans que la conquête spatiale a commencé à voir le jour, notamment pour le lancement des satellites, des sondes et des vaisseaux spatiaux habités. Ainsi, plusieurs milliers de ces engins ont été déjà lancés pour des applications civiles, militaires et scientifiques. On trouve nombreux pays ont lancé leurs propres satellites en commençant par la Russie, l'USA, France, Japon, Chine, Grande-Bretagne, l'Inde, l'Iran, Corée du Nord, Corée du Sud, l'Algérie, etc. Dans le monde, on passe maintenant, donc le 4 octobre 1957, vous avez le premier satellite artificiel, le Sputnik. En 1962, les premiers satellites de communication Téléstar. En 1963, premier satellite géostationnaire, le SYNCOM. 1992, les Install 4, 7, pardon, géostationnaires. 1995, constellation GPS Global Position System. En 1998, le Iridium, première constellation de téléphonie en orbite basse. En 2010, le CatSat, Eutelsat géostationnaire. 2015, première satellite géostationnaire tout électrique. On passe maintenant, toujours avec l'historique sur la communication par satellite, mais on passe en Algérie. Vous avez le LSAT-1, c'est le premier satellite algérien mis sur orbite, réalisé par un lanceur russe, Cosmos 3M, le 28 novembre 2002 de la base de Plestek en Russie. Il s'agit d'un microsatellite de cartographie pour la gestion des ressources naturelles et à la prévention des catastrophes naturelles comme les inondations, les tremblements de terre, etc. L'Alsat 2A, c'est le deuxième satellite algérien, a été lancé par une fusée PSLV le 12 juillet 2010 depuis le centre spatial de Satish Dhawan, situé à Sri Harikota, près de la métropole de Chennai, sud de l'Inde. On passe maintenant Al-Sat 1B, donc le troisième satellite algérien d'observation de la Terre à moyenne résolution, placé en orbite à 670 km d'altitude. Donc, vous avez le 26 septembre 2016, il fournit des images en mode multispectral, donc elles sont visibles et proches infrarouges, et panchromatique. L'Al-Sat-2B, donc c'est le quatrième satellite d'observation de la Terre à haute résolution placé sur une orbite située
à 670 km d'altitude. Donc, le 26 septembre 2016, nous avons le LSAT-1, c'est un nanosatellite à mission scientifique et de démonstration technologique lancé le 26 septembre 2016. Quelles sont les principales parties d'un satellite de communication? Donc, vous avez dans un satellite, on trouve habituellement trois parties principales. Vous avez le système d'alimentation, donc les carburants, les batteries, les panneaux solaires et photovoltaïques, etc. Le système de télémesure, de poursuite, de télécommande, un système de communication, donc vous avez tout ce qui est transpondeur. Un transpondeur, c'est un récepteur large bande avec son antenne réceptrice, bien sûr, qui détecte les signaux, uplink, un multiplexeur et un convertisseur de fréquence qui est utilisé pour rediriger le signal à travers un amplificateur haute puissance vers la voie downlink. Donc, vous avez ici un système de communication. Vous trouvez sur l'image le TNC, pardon, et un système d'énergie. Exemple toujours de satellite. Dans cette image, on voit bien l'intégrale surnommé le géant de l'espace. C'est le plus gros satellite scientifique européen. Dans cette figure, on voit le Terras 1, c'est le premier satellite météorologique lancé par les USA en 1960. Toujours avec des exemples de satellites, ici vous voyez bien le satellite de télécommunication Calypso. Dans cette figure, on voit bien le Navstar, pardon, c'est le satellite actuel de navigation américaine. Dans cette figure, nous avons le SAR-LUP, c'est un satellite radar allemand à destination militaire. Dans cette image, on voit bien photographie de la sonde spatiale Venus Express. Ici, vous avez photographie de la Station spatiale internationale. Donc, toujours avec l'historique de la communication par satellite, donc après un peu plus d'une soixantaine d'années, depuis le premier satellite artificiel Sputnik 1, les télécommunications et la télédiffusion par satellite est de nos jours présente dans tous les domaines et a connu une évolution flagrante. Donc, vous avez ici des satellites avec des constellations Géo, Méo et Léo. Leur utilisation, donc, soit à travers des services fixes ou bien variables. Donc, vous avez soit pour le transportable, mobile ou bien le personnel. Donc, ça, c'est l'évolution du système de télécommunication par satellite. Quels sont les types de satellites? Donc, principalement, il existe trois types de satellites selon le type d'orbite emprunté par le satellite. Nous avons LEO, donc Low Earth Orbit, ou bien orbite terrestre basse, pardon, de 500 à 1000 milles au-dessus de la Terre. On trouve aussi le MEO, Medium Earth Orbits, ou bien orbite terrestre moyen de 8000 milles au-dessus de la Terre. Nous avons GEO, Geostationary Earth Orbit, ou bien orbite géostationnaire de la Terre, qui couvre par exemple 22 753,2 milles au-dessus de la Terre. Donc vous voyez bien ici. Donc le premier c'est LEO, deuxième milieu MEO et troisième c'est GEO. Comme on peut classer les satellites selon leur application, donc on trouve des satellites de télédétection, des satellites de positionnement et des satellites de télécommunication, etc. Il existe plusieurs types. On passe maintenant au type d'orbite. Donc, vous avez que la trajectoire d'un satellite artificiel ou bien naturel est régie par les trois lois formulées par Kepler s'appliquant au déplacement d'un objet gravitant autour d'un corps céleste.
Quelle est la première loi de Kepler ou bien ce qu'on appelle la loi d'orbite? C'est que les planètes décrivent une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Deuxième loi, la loi des airs, donc le rayon solaire, Soleil, planète, balaie les airs égales pendant des intervalles de temps égaux. La troisième loi, ou bien ce qu'on appelle la loi des périodes, donc vous avez que le carré de la période de révolution est proportionnel au cube du demi-grand axe de orbite. On passe ici, donc vous avez le type d'orbite, l'apogée, périgée, période, vitesse apogée, vitesse périgée. Pour l'orbite basse GOSE, donc l'apogée c'est 270 kg, périgée 270, la période 90 minutes, pardon, la vitesse 7,7 km par seconde, la même pour la vitesse périgée. On trouve aussi l'orbite héliosynchrone, spot 1, l'orbite de Molniya et orbite géostationnaire. Si vous êtes intéressé, vous consultez Wikipédia satellite artificiel. Toujours avec la communication par satellite, on trouve que le satellite de communication reçoit le signal de la station terrestre pour les envoyer à une zone terrestre, souvent la même qu'à des satellites géostationnaires. Ceci en amplifiant le signal et le transmet à une station réceptrice en utilisant une autre fréquence porteuse qu'on appelle le downlink ou via montante avec une fréquence de uplink ou bien voie descendante avec une haute fréquence porteuse. On trouve que les programmes de télévision sont bien évidemment les signaux concernés, mais aussi les communications téléphoniques et les données numériques. Nous avons une remarque quand il s'agit d'un satellite géostationnaire se trouvant à 36 000 km de la Terre, sa vitesse de rotation est égale à celle de la Terre. Ainsi, il couvre toujours la même région terrestre. Donc, vous voyez bien sûr cette figure, la communication entre une station terrestre et un satellite. Donc, vous avez la partie rouge, c'est la voie montante au uplink. Donc, c'est des ordres et des commandes, etc. La voie descendante ou bien downlink, donc pour la télémétrie, confirmation d'exécution des ordres, etc. Dans cette figure, on voit bien des exemples de satellites de télécommunication en orbite géostationnaire. Donc, vous avez le PanamSat, Telecom 2, le Eutelsat Hotbird, Astra, etc. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un satellite par rapport aux communications terrestres? Donc, parmi les avantages, donc, il existe plusieurs, mais on va citer quelques-uns. C'est la diffusion sur des ondes terrestres larges et étendues, installation rapide des systèmes de réception terrestre, la flexibilité, peu vulnérable au bruit et aux autres interférences, etc. Parmi les inconvénients, on trouve le temps de propagation élevé de l'ordre de 0,125 secondes, forte atténuation du signal, la pluie peut interrompre la liaison, etc. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, باش ما نجيكمش la vidéo طويلة. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.